Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, on se retrouve pour faire une petite vidéo ensemble, un petit bilan à la mi-saison de l'OL après les fêtes de Noël qui, je l'espère pour vous, ont été un moment de convivialité en famille, entre amis. C'est le plus important, toujours bien plus que le travail ou autre. La vraie vie, ce sont les amis, la famille, les passe-temps, les loisirs et le foot, évidemment. Et notre cher Olympique lyonnais, qui a pas mal de choses à dire, ce qui a été bien durant quelques semaines, quelques mois, ce que j'ai nettement moins aimé aussi. Bref, un petit panorama rapide de ce qui m'a plu en Ligue 1, en Coupe d'Europe pour l'OL, et ce que j'ai aussi nettement moins aimé, parce qu'il y a des points négatifs qu'il faut évidemment soulever dans tout bilan. Et on va le faire ça ensemble durant la vidéo et on finira sur un troisième thème qui seront plutôt mes notes individuelles attribuées aux joueurs de l'effectif. Alors j'ai retenu uniquement ceux qui ont le plus joué, donc tous ceux qui ont très peu joué, voire quasiment pas, évidemment je les mets de côté. Et tout ça on l'évoquera en fin de vidéo. Avant de commencer les gones, n'oubliez pas, pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir, aux commentaires, pensez à partager le contenu si vraiment vous aimez ce que je fais. Et cinquième point, vous abonner si vraiment vous êtes fan du contenu et que vous ne voulez rien manquer sur la chaîne Le 11 Lyonnais. Petite parenthèse, merci beaucoup à tous pour vos différents retours sur la vidéo précédente avec les questions que j'ai posées. J'ai eu beaucoup de messages qui m'ont dit « Mika, pour le nom de la chaîne, on pense ça, c'est super utile. » Merci beaucoup les amis. Et il y a plein de contenu, je vous le dis, qui va arriver très vite dans les prochains jours et qui devrait vous plaire, je pense, sur la chaîne. Allez, c'est parti. Premier thème de la vidéo, les axes forts, les points forts de l'équipe qu'on a vu depuis fin août jusqu'à mi-décembre. Et il y en a plusieurs qu'on va évoquer ensemble. Tout d'abord, coup de chapeau à tirer, c'est l'axe numéro 1, le point fort numéro 1. Je dirais le management de Pierre Sage. Parce qu'on ne le dit pas assez, ça paraît presque banal ce qu'il produit avec cet effectif-là, mais en termes de management des égos, des caractères, c'est quand même pas facile. Et je rappelle que le contexte estival du mercato de l'été, qui a été, selon moi en tout cas, un mercato un petit peu, peut-être pas chaotique, mais bordélique, déstructuré, avec des profils ciblés qui partent, qui arrivent, pas toujours très cohérents, mais malgré ça, malgré l'effectif XXL, pléthorique, 28 joueurs pro sous contrat dans l'effectif, c'est quand même assez fou pour une équipe comme l'OL, 28 contrats pro qu'il faut gérer au quotidien, des caractères, des égos, tous ceux qui ont joué au foot savent comme moi que un vestiaire, c'est compliqué à gérer, ça tient parfois à rien, ça tient à une ambition personnelle, ça tient à un projet collectif, ça tient aussi à la confiance, l'adhésion qu'ont les joueurs envers le coach et le projet du coach, et quand tu mélanges ça plus un mercato estival très compliqué parce qu'il fallait dégraisser, et il y a plein de joueurs qui ont refusé de partir, qui ont refusé de plier bagages et qui sont restés au club comme Anthony Lopez, Akwoku, Cacré ou d'autres que j'oublie. Exemple qui me vient à l'esprit concret, c'est le cas des gardiens de but quand il faut gérer la mise à l'écart sportive de l'ancien numéro 1 qui devient numéro 4. Eh ben, ma foi, c'est quand même coton, quoi. C'est pas évident du tout. Donc, pour toutes ces problématiques de vestiaire, d'ego, de caractère, d'ambition, de personnalité, bravo, Pierre Sage, c'est mon axe fort numéro 1. Il fallait gérer l'effectif et il l'a fait d'une main de maître. Bravo au coach et au staff. Axe 2, qui m'a beaucoup plu durant ces quelques semaines de compétition à la mi-saison, c'est une forme de progression de l'équipe en l'espace de quelques mois assez fulgurante. J'en parle très souvent, vous savez les gars, dans des briefs sur la chaîne. Je trouve que l'OL progresse tactiquement à vitesse assez folle. Et je pense qu'il y a en fait deux grilles de lecture. Soit on a un point de vue comparatif et on met en contexte avec ce qu'on a vécu l'an passé. Et sur l'échelle d'une année, donc civile, de novembre 23 à aujourd'hui, donc sur un an de mandat Pierre Sage, les progrès, la progression tactique footballistique, elle est quand même sensationnelle. On passe d'une équipe qui ne produisait rien, si ce n'est une bouillie de foot, avec des fragilités à toutes les lignes, à une équipe qui a progressé et qui maintenant propose sa partition. Alors c'est pas tout le temps parfait, je l'évoquerai après en point 2, mais néanmoins, quand on voit ce que fait l'OL aujourd'hui, un an après le chaos qu'on avait connu et qui nous projetait quasiment en Ligue 2, voire pire, dans les perspectives les plus négatives via la DNCG, les sanctions qui auraient pu tomber et nous faire très mal, un an après, là encore, chapeau le staff, chapeau le coach. La progression tactique, technique, physique, intellectuelle, footballistique des joueurs, sur le plan collectif et individuel, faut le dire aussi,
c'est fort. Et il y a plein de séquences de jeu qui me font vraiment très plaisir. Enfin, les amis, si on fait un petit rappel des différents matchs qu'on a vus cette année en Ligue 1 et en Europa League, il y a eu alors peut-être pas des matchs entiers, parce que je pense qu'il y a au final 3 ou 4 matchs références, si on compte Nantes, Le Havre, on peut dire Francfort aussi. Il y en a 3-4, pas plus, je pense. Les Glasgow Rangers aussi à Ibrox Park, encore que en termes de match un peu difficile. Mais si on prend tous ces matchs où on a été bon au moins une mi-temps sur 2, on a vu des séquences de très très grande qualité. Rappelez-vous du match, d'ailleurs j'y étais, le match de Lille et le match de Reims, c'est pour moi 2 matchs hyper symboliques en termes de production technique, footballistique. C'était beau à voir. La seconde mi-temps à Pierre-Mauroy à Lille, c'est de haute volée. Moi, j'ai rarement vu ça depuis 10 ans à l'OL. Un foot pensé, structuré, avec des petites combinaisons, des mouvements les uns par rapport aux autres, une forme de fluidité collective qui faisait vraiment très très plaisir. Et j'ai pris, oui, je peux le dire, beaucoup de plaisir à voir l'OL jouer depuis 4-5 mois. C'est un foot qui me parle beaucoup. Un foot à la fois de temps de possession, mais pas que. Pas une possession stérile, une possession qui se transforme en verticalité, en transition sur une accélération, parce qu'on a, il faut le dire aussi, une équipe de ballers, une équipe de joueurs de 1 contre 1, une équipe de déséquilibre. Ça, c'est aussi un point qu'il faudra nuancer un petit peu après, mais cette OL-là, pour moi, a tout pour pratiquer un foot résolument offensif. Et ça, c'est vraiment plaisant. Quand tu aimes le foot, et qu'en plus tu aimes l'OL, et que tu vois l'OL de Pierre Sage, c'est le combo assez intéressant, c'est du beau football, quoi. En tout cas, un foot qui est à minima pensé et plein d'intentions positives. Ça, c'est cool. Parce que là encore, on peut le dire, mais tactiquement, il y a des choses qui sont assez marquantes en termes d'évolution collective, d'impression collective. Un truc, encore une fois, un cas précis que je prends souvent pour expliquer la patte Pierre Sage. Ce 4-2-3-1, alors ou 4-3-3 selon les matchs qu'on joue, selon les équipes qu'on va affronter, ce 4-2-3-1, 4-3-3, il est modulable. En fait, sous Pierre Sage, on n'a jamais une compo qui est rigide, figée, qui ne bouge pas. Non, c'est en perpétuelle déconstruction. Ce sont des schémas très liquides, en fait. Et je sais pas si le coach apprécierait ce que je vais faire là, mais je l'intègre dans l'école des guardiolistes, quoi. Dans l'école guardioliste où on retrouve des coachs qui maintenant comptent en Europe, hein, les coachs qui sont dans le top 10, top 15 européens, parmi lesquels Maresca, par exemple, ou encore Enrique à Paris, ou d'autres que j'oublie. Ces top coachs qui sont vraiment des penseurs du foot, ou qui tout au moins reprennent les principes de Guardiola. Je pense que Pierre Sage, c'est un petit peu l'un des disciples. Alors, pas encore à un niveau affirmé, confirmé, mais c'est un coach qui assimile ses principes de jeu, où un bloc se déstructure avec des positions qui sont hybrides. Typiquement, ce que faisait aussi à l'époque Marcelo Bielsa, qui est la tête de proue de l'école guardioliste, il faut le dire aussi. Dans cette pensée de jeu-là, cette philosophie de jeu-là, je trouve que Pierre Sage s'inscrit bien, en fait. C'est vraiment ça, le profil des joueurs qui sont à la fois théoriquement des latéraux, qui pour autant, au cours du match, deviennent des milieux droits, des milieux relayeurs, parfois attaquants droits, qui vont attaquer l'espace. C'est typiquement ça, le principe de jeu de Pierre Sage. C'est ça, le football de Pierre Sage. Et j'aime beaucoup. Quand je vois en match, typiquement, nos 2 latéraux, qui sont Tagliafico et Maitland-Niles, qui ont des rôles voilà, vraiment très très hybrides et qui sont très intelligents, parce que Pierre Sage leur dit, voilà, vous êtes théoriquement des latéraux, mais en fait, pas du tout. Au cours du match, le nombre de fois où Tagliafico joue milieu relayeur, milieu défensif, attaquant gauche, Maitland-Niles, pareil, quand il se réaxe, qui devient un petit peu le 3e milieu du 4-2-3-1 théorique, qui devient un 3-4-3 avec ballon, ou quand il est piston droit en 3-4-3, ou même parfois quand il prend l'espace devant pour aller créer un surnombre, ça c'est vraiment stimulant. C'est ça vraiment la patte Pierre Sage. C'est une pensée de jeu qui rend les joueurs disponibles en fonction d'un projet collectif. Des joueurs qui ont un profil en fait hybride et liquide, comme dirait Thibaut Leplat à l'Afterfoot. Et il y a un 3e axe fort pour moi qui est vraiment intéressant. C'est, alors je l'ai dit, on a vécu un mercato estival compliqué, avec pour moi des choix qui ont parfois interpellé, des profils ciblés que je trouvais moyens par rapport au montant déboursé, ou pas forcément en adéquation avec le projet du coach. Voilà, ça c'est la petite parenthèse, retour sur l'été qu'on a vécu. Mais malgré ça, quand on prend l'effectif de l'OL en Ligue 1, je dis bien dans le contexte Ligue 1, une Ligue 1 qui est relativement homogène et parfois médiocre, il faut le dire aussi. Quand tu as sur le banc Mikotadze, quand tu as Nuama, Benrahma, Tessman, Omari, d'autres que j'oublie,
il y a un moment où ça fait la différence. C'est normal. C'est la qualité qui veut que, dans une Ligue 1 qui est homogène, quand tu as un banc de qualité plus, ça aide. Ça aide beaucoup. Même si, c'est un point que je nuancerai un petit peu après, je trouve que l'apport du banc cette saison est nettement moins fort que l'an passé. Ça peut aussi s'expliquer par le contexte de la Ligue 1 qui est différent pour nous. On a vécu une saison assez folklorique l'an passé avec des matchs carrément zinzin et dingo, le 4-3, le match contre Brest, contre Lille, à Pierre-Mauroy, bref, tous ces matchs un peu déglingués où on parvenait à remonter le score. Donc l'apport du banc était fantastique. Là, pour moi, c'est un peu moins le cas. Et vous verrez, dans mes notes des joueurs en fin de vidéo, ça se sent clairement, quoi. Le banc a été, pour moi, en tout cas, moins impactant, moins dynamique que l'an passé. C'est aussi l'un des axes de progression pour l'avenir, je pense, si on veut titiller le haut du panier en Ligue 1 et en Europa League, évidemment. On a vécu l'an passé une saison où on avait un seul buteur, quasiment à plus de 20 buts, c'était Lacazette. Là, on a 4-5 joueurs qui ont entre 5 et 10 buts à la mi-saison. Ce qui veut donc dire que si on est pragmatique, s'ils font une aussi bonne demi-saison à venir que la première, a priori, on aurait 4, voire 5 joueurs à environ 15 buts. C'est quand même pas mal. Lacazette, Mikotadze, Cherki, Fofana, ça en fait déjà 4. Et ça, pour moi, c'est un axe fort. Tu es maintenant non plus dépendant d'un joueur, qui est le numéro 9 par qui passe tous les ballons, mais tu as devant 4-5 profils qui peuvent à tout moment stater, marquer, faire des passes D, quoi. Et c'est tellement important. Je dirais qu'aujourd'hui, on est quand même beaucoup moins prévisible, beaucoup moins lisible que l'an passé. Et quand tu combines ça, le fait que tu as des joueurs qui sont dans des stats assez bonnes offensives, et qu'en plus, tactiquement, collectivement, tu as une équipe qui est liquide, un 4-3-3, 4-2-3-1 qui devient un 3-4-3 avec ballon, les deux combinés font que tu as une équipe qui est, à mon sens en tout cas, à notre échelle, relativement illisible pour quasiment tout le monde. Alors oui, quand tu joues le haut du panier, Paris ou autre, c'est plus difficile, évidemment, parce qu'on a quelques limites qu'on évoquera dans quelques instants, quelques secondes, mais au global, cette OL-là, tactiquement, a progressé, techniquement aussi, collectivement de fou, individuellement, ça me paraît juste évident. Le cas Cherki, il est symptomatique d'un joueur qui a progressé comme pas permis d'un ou deux paliers. C'est pas le seul, hein. Tolisso, c'est là encore symbolique. Mais voilà, une équipe qui, pour moi, footballistiquement, a fait un grand pas en avant. Maintenant, au niveau des points négatifs, il y en a quelques-uns aussi qu'il faut évidemment évoquer, parmi lesquels quelques défauts récurrents qu'on voit trop souvent. Alors, il faut le dire, un peu moins souvent en fin de mi-saison, vers novembre-décembre, mais qu'on a plus vu, je dirais, vers septembre-octobre. Le manque d'agressivité défensive et aussi, il faut le dire, une forme d'inefficacité à casser les actions offensives et les transitions attaque-défense que l'on subit et qui ont fait mal. Rappelez-vous quelques matchs, je vous mets à l'écran des screens, quelques screens qui m'ont marqué. Il y a eu des matchs contre Hoffenheim, où là encore, le match nul qu'on fait en Allemagne, sur 1 heure de jeu, on est bien souvent en grande galère en transition attaque-défense. Contre Beşiktaş, le hold-up des Turcs au Parc OL, le but que l'on prend, transition. Contre l'OM, le 3-2, le hold-up là encore, malheureusement, mais transition aussi. Le but de Rowe en fin de match, c'est une pure transition parce qu'on perd le ballon trop vite et dans la foulée, boum, but. Il y a eu beaucoup de matchs comme ça où on a manqué de maturité défensive et tactique. Ce qui fait que au moindre contre-coup, dans nos temps faibles, et il y en a eu beaucoup, faut le dire aussi, dans chaque temps faible, on n'était pas à l'abri de prendre un but. Et ça, c'est pour moi l'axe négatif le plus fort parmi tous ceux que je vais évoquer dans quelques instants. C'est le fait que nos temps forts soient plutôt forts, mais nos temps faibles sont extrêmement faibles. Et il y a des matchs où on a eu 3, 4, 5 temps faibles, et dans ces 3, 4, 5 temps faibles, on a quasiment été systématiquement puni. Systématiquement. Et ça, c'est la preuve que cette OL-là n'est pas encore assez mature, efficace et fort dans son camp, dans son propre camp. Il y a eu des matchs, exemple typique, là encore, il faut en parler quelques instants, le match au Parc des Princes contre Paris il y a quelques semaines. Dans l'approche, je n'ai pas aimé, ça vous le savez, je le dis en débrief de match, mais pas que. Dans le manque de maîtrise tactique défensive,
ça m'a beaucoup dérangé parce que on sent qu'on n'a pas une équipe qui peut pratiquer un foot rationnel, résultatiste, comme je le dirais, et comme on dirait aussi en Italie. Vous savez, il y a un grand débat entre les jokistes, ceux qui pratiquent le jeu et qui pensent le foot à travers le jeu, et les résultatistes qui, eux, pensent le foot par le résultat. L'école Allegri, l'école Deschamps, côté résultatiste, par exemple. Et nous, on n'a pas une équipe de profil résultatiste, on ne sait pas le faire. On est incapable d'être cul par terre dans notre camp, à attendre, bétonner, on ne sait pas le faire. Et ça, pour moi, c'est un axe de progression qui est assez fort, mais il n'y a pas 10 000 solutions, quoi. Je pense vraiment que dans cette équipe-là, dans le 11 de l'OL, le 11 type que l'on a en 4-3-3, 4-2-3-1, il y a une grosse faiblesse défensive dans la charnière centrale. Mais défensivement, voilà, je pense qu'il nous faudrait quelqu'un qui soit le leader, quoi, ce profil de joueur qui va rassurer tout le monde. Parce que Niakhaté, là encore, j'en parle souvent aussi en débrief, le profil humain du bonhomme, c'est 20 sur 20. Super mec, je pense qu'il a un impact sur le groupe qui est fantastique, fabuleux, mais en termes défensifs, purement défensifs, moi je lui trouve trop de lacunes, vraiment trop de lacunes. J'étais au match à Feigny-Aulnois en Coupe de France, à Valenciennes, contre l'OL. Bah, le numéro 9 en face, les deux numéros 9, dont celui qui rentre à l'heure de jeu, les deux lui ont fait très mal. Et on parle de joueurs niveau N2, quoi. À la relance, c'est compliqué. C'est pas, je l'ai dit en août, quand il signe chez nous, ce n'est pas un profil de relanceur élite, loin de là. C'est pour moi à peine un relanceur tout juste correct, pas plus. Donc sous pression, il est en galère, quand on est en bloc bas. Et quand on est en bloc haut et qu'il doit, par la passe, contribuer à faire des décalages, etc., c'est pas non plus convaincant, quoi. Donc, pour moi, il ne coche pas toutes les cases qui pourraient valoriser, maximiser les qualités de l'OL. Loin de là. Donc, c'est un vrai sujet, mais je pense qu'on ne pourra pas le résoudre en janvier. Et ça, on devra y faire, s'en contenter jusqu'à la fin de saison. En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. Au vu des contraintes des NCG, j'ai beaucoup de mal à croire que l'OL puisse investir sur un central d'une qualité supérieure. D'ici les prochains jours, ça me paraît juste impossible, évidemment. Et en fait, si on fait le bilan purement défensif de l'équipe, il y a trop de matchs où ces lacunes individuelles, Tchaleta-Tsar, Niakhaté, parfois aussi Abner qui a eu quelques petits errements avant que Tagliafico reprenne sa place de titulaire à l'OL. Maitland-Niles pareil. Bien souvent, on évoque que ce qui fait bien devant, avec ballon. Mais défensivement, Maitland-Niles, c'est ultra léger. Il y a plein de matchs où j'ai fait des bons. J'en parle souvent avec des potes sur groupe WhatsApp ou Twitter. Autant avec ballon, c'est pour moi top 3 Ligue 1, il n'y a même pas de débat. À part Hakimi qui est devant lui, il n'y a pas beaucoup mieux en France. Mais défensivement, c'est pas un top 3 du tout. Il est pour moi symptomatique de ce que l'OL fait de bien et de mal défensivement. C'est un joueur qui est super intelligent, mais après, défensivement, c'est pas un défenseur, quoi. Je le maintiens. Il est bon à la course, c'est vrai, mais dans le duel, dans le 1 contre 1, c'est très tendre. Et tout ça fait qu'on a eu des matchs où, bien souvent, on perd des points, bêtement, trop de points bêtement, à cause d'erreurs individuelles et d'erreurs collectives, comme j'ai évoqué, la naïveté, le manque d'agressivité, le manque de qualité purement défensive, quoi. Et ça, c'est un point qu'il faudra impérativement améliorer, parce que mon autre axe faible de l'OL, qui me paraît là encore tellement lié au premier que j'évoquais à l'instant, c'est que défensivement, il y a plein de lacunes, individuelles, collectives, c'est vrai, mais ça a un impact direct sur les points que l'on perd en Ligue 1. Axe 2, l'OL perd trop de points bêtement, et en Ligue 1 et en Europa League. En Europa League, ça va, on est quand même, je crois, 4e, donc c'est plutôt bien. On est logiquement en route pour être qualifié directement pour les phases d'élimination directe en Europa League, mais en Ligue 1, on est 5e, on a 25 points, et on est de souvenir à 5 points du 4e, qui est, je crois, Lille. Mais que de points perdus. Que de points perdus. Si je fais le décompte de tous ces points qu'on a perdus bêtement, il y a eu l'OM, il y a eu Lille au Pierre-Mauroy où on doit faire mieux qu'un match nul, je pense. Il y a eu Reims. Reims, je me revois parler avec les supporters de Reims à mes côtés qui étaient là et qui me disaient mais mon grand, ton équipe de l'OL, on n'a pas vu mieux au stade depuis le début de saison. Ils m'ont littéralement dit ça à la mi-temps. Et dans la foulée, boum, seconde mi-temps, catastrophe. Plus rien. Plus de son, plus d'image. Une équipe à l'arrêt. Et ça, c'est dommage, mais tous ces points perdus bêtement, comme je l'ai dit, Marseille, Lille, Reims, Auxerre,
c'est beaucoup, quoi. Alors, je ne dis pas que l'OL doit tout gagner. Bien sûr que non. Il y a un juste milieu à avoir. Mais je pense que sur tous les points qu'on a perdus, il y en a facilement 5, 6, voire 7 qu'on aurait dû prendre. Marseille, 3 points, ça me paraît... tout le monde serait d'accord pour le dire. Contre Lille, bon, allez, le nul, on peut dire que oui. Contre Reims, c'est victoire en théorie. Contre Lens, le nul à Lens, on a 2 buts sur hors-jeu refusés. Ça doit faire victoire, je pense. Pas loin. Et contre Auxerre à domicile, c'est plus compliqué parce que c'est un match pas réussi. Mais vous voyez, si on prend tous ces matchs où on perd des points, ouais, 5-6 points, c'est facile. Et si on met 5-6 points de plus au classement, eh bien, on serait solide second, quoi, du PSG. Et je pense que notre lecture du bilan de demi-saison serait très très différente. On n'aurait pas le même point de vue sur l'OL. Avec 5 points de plus, c'est clair et net. On dirait, bilan très positif, l'OL est à sa place, 2e de Ligue 1, en route vers le top 3 en France. Voilà, on dirait tout ça, je pense. Et enfin, mon 3e axe négatif, alors c'est pas forcément un axe négatif, c'est un axe de progression. Il y a plein de matchs, et là c'est un petit point de critique envers le coach et les choix du staff. Il y a des matchs où je n'ai pas compris en fait le projet de l'équipe. Typiquement, contre l'OM, quand Marseille est réduit à 10 contre 11, il y a un moment de flottement qui est énorme, je dirais même presque de quasiment tout le match. Quand ils sont à 10 contre 11, on était dans mon souvenir en schéma assez défensif, et j'étais un de ceux qui disait sur Twitter, il faut impérativement changer la donne, au moins à la mi-temps, quoi. Prends un risque, intègre un joueur créatif en plus, provoque le déséquilibre. On ne l'a pas fait, et en seconde mi-temps contre l'OM, il y a un moment de quasiment 5-10 minutes où on n'a plus de numéro 9. Ça paraît fou, mais c'est vrai. Revoyez le match, les Gones, il y a durant quasiment 5-10 minutes, un trou pendant lequel on n'a plus de numéro 9. Alors, c'est un cas précis dans l'ensemble de la saison. Le match contre Paris, c'est pour moi le plus symptomatique. Ce match-là, je l'ai encore ici, les amis. Vraiment, il passe pas. Parce que je pense qu'il y avait nettement mieux à faire. Mais nettement mieux à faire. Je rappelle que les concurrents avaient tous ces matchs nuls. Donc, la voie était libre. Pas de pression. Match de gala. L'OL qui n'avait rien à perdre sur la journée de Ligue 1. Et pour autant, alors même si on a joué Francfort quelques jours auparavant, il faut le dire aussi pour être très très juste et équitable, mais ce match contre Paris au Parc des Princes, on l'a joué avec, je trouve, trop peu d'intention. On l'a vu, ce PSG-là, il n'est pas imbattable. Quoi qu'on en dise, c'est une très belle équipe en Ligue 1, là-dessus pas de souci, c'est au-dessus du panier par rapport à tout le monde. Mais c'est une équipe qui, quand tu mets quelques ingrédients basiques, Lens l'a fait, Nantes l'a fait, Auxerre l'a fait aussi, quand tu leur mets physique, intensité, agressivité, course verticale, ils te laissent la place pour faire un truc. Et nous, j'ai trouvé qu'on avait été trop attentiste, trop gentil en fait. Et c'est un peu ce qui parfois me déplaît, je trouve, c'est que on a un peu tendance, tactiquement, dans l'intention de jeu par moment, à être trop dans l'attente, trop dans le confort, trop dans la recherche d'équilibre. Marseille, Paris, et aussi même là récemment, le match de coupe contre Fény-Aulnois, bon, le 4-3-3, est-ce qu'il était vraiment utile? Parce qu'entre nous, contre une N2 comme Fény-Aulnois, je pense qu'il y avait largement la place pour un petit 4-2-3-1 sympatoche, avec, quitte à mettre Molébé sur un côté comme il le fait en réserve à l'OL, mais un 4-2-3-1 porté vers l'avant. Là, le 4-3-3, avec une version, en plus que je n'aime pas trop, quoi. Un trio Matic, Verretou, Tolisso, qui pour moi n'est pas assez créatif, il te manque la caution créative, même si les mouvements des uns par rapport aux autres, les projections que fait Tolisso, ça complète un petit peu ce que je vous dis là, ça apporte une touche de déséquilibre, c'est vrai, mais malgré tout, dans le camp adverse, tout Tolisso qu'il est, tout Verretou qu'il est, ils n'auront jamais l'affinité face au cage que peut avoir un Cherki, un Fofana ou encore un Lacazette, ça paraît évident. Et j'aurais aimé qu'on ait parfois sur quelques matchs une prise de risque plus forte. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais vous me le direz en commentaire, comme si en fait on était pris entre deux feux, une logique purement comptable, et là je peux le comprendre, parce qu'il faut des points pour avancer en Ligue 1 et en Europe, et une logique aussi liée aux dirigeants qui, là encore faut le dire, ont parfois mis un petit coup de pression, quoi. L'article de presse dans l'équipe où Textor dit qu'il vire des coachs qui ne prennent pas de risques, qu'ils n'aiment pas le schéma à 3 derrière, tout ça, en fait, j'imagine qu'en interne, ça fait son chemin. C'est pas illogique, et je peux entendre que
tous ceux qui ont coaché savent comme moi que quand un dirigeant te transmet un message subliminal, implicite, où il te dit « Bah voilà, moi je n'aime pas le 4-2-3-1, je n'aime pas le losange 4-4-2, mais je veux un 4-3-3 », bon, si tu vas contre lui, tu prends un risque qui est assez fort quand même. Donc il y a un peu une tension multiple, les résultats, le sportif, le jeu, les dirigeants, et ta carrière d'entraîneur en fait, et ta carrière de coach qu'il faut aussi mener. C'est pas simple. Et tout ça fait que, même si c'est imparfait, malgré tout, le coach et le staff gèrent plutôt bien, quand même, il faut le dire, la barque olympique lyonnais. Alors évidemment, il y aura aussi la contrainte de l'hiver, le mercato hivernal qui va peut-être poser problème à l'OL. On verra bien si l'OL parvient à résister au mercato hivernal. C'est le vœu que je formule pour être le plus haut dans nos objectifs respectifs et en Ligue 1 et en Europa League d'ici les prochaines semaines et prochains mois de compétition. Et enfin, troisième thème de la vidéo, mes notes individuelles sur les joueurs qui ont fait donc la mi-saison. Alors il n'y a pas tous les joueurs évidemment, j'ai retiré ceux qui ont joué, je crois, moins de 300 minutes dans le bilan. Donc exit Orban qui a très peu joué, on peut pas l'évaluer, c'est quasiment impossible. J'ai retiré aussi Diawara, j'ai retiré Zaha évidemment qui aurait mérité de toute façon 0 parce que vu ce qu'il a produit, c'est-à-dire quasiment rien chez nous à part un externe du droit contre Toulouse, tout le reste c'est nul sur le terrain et en dehors ou presque. Donc ça aurait mérité 0. Donc je ne reprends que ceux qui ont joué et qui sont dignes d'être notés sous nos couleurs. Et donc voici à l'écran mon petit bilan en termes de notes individuelles. Pour faire très vite sans tout vous dire au cas par cas, mais Lucas Perry 13, je dirais c'est un bon bilan avec du très bon, des matchs où il a été phénoménal au Glasgow Rangers, une parade sur la frappe du droit de Jeff T, le latéral gauche brésilien des Écossais qui fait une belle frappe, et parade de Lucas. Il y a plein de matchs comme ça où il fait des parades sensationnelles. À Toulouse, une parade de la Gordon Banks sur sa ligne. Mais il y a aussi des matchs où il s'est troué. Le match contre Marseille, relance pas très bonne et qui donne le but du 3-2 pour les Marseillais. Au Parc des Princes, je l'ai trouvé mentalement assez fragile. Au global, ça me paraît juste de mettre un 13 sur 20 pour Lucas Perry. Maitland Nice 13, avec ballon offensivement ça mérite 18-19 et défensivement ça mérite un 7 ou un 8. Donc 7 et 8 plus 18-19, entre les deux on aboutit à 13, ce qui me paraît une note relativement correcte pour Ainsley Maitland Nice. Mata 15, valeur fiable de l'effectif. Niakate c'est le point épineux en défense pour moi parce qu'il n'est pas satisfaisant, il n'apporte pas la garantie, la caution défensive que j'espérais de lui. Pour moi ça vaut 10 quoi. Trop de lacunes que j'évoque très souvent au pied, à la relance, et aussi en termes de concentration, et aussi, il faut le dire, dans un de ses supposés points forts, qui est la couverture de l'espace dans son dos. Je trouve qu'il n'est pas assez véloce, pas assez rapide. Il y a plein de fois où en transition attaque-défense, on est en galère parce qu'il n'arrive pas à faire le retour qu'il faut. Exemple typique, contre Feni-Aulnois, le but du 2-1 pour Feni, on est en plein dedans. Tagliafico, latéral gauche, très bien, rien à dire. Valeur sûre, soldat de Pierre Sage, un des joueurs les plus essentiels du groupe, je pense, 14 sur 20, très bon semestre, comme on dirait au collège pour Tagliafico. Dans le cœur du jeu, Matic, un bon 13, parce que pour moi il est essentiel, c'est le joueur qui pense le jeu, qui le régule, qui temporise. C'est un joueur de classe mondiale. Alors oui, défensivement, c'est moins bien, c'est vrai. Il n'a pas le coffre physique d'un Tolisso actuellement, c'est vrai aussi, il faut le dire. Mais avec ballon, il est tellement important. Et sans ballon, il faut le dire aussi, son leadership est tellement important aussi que pour moi, c'est un joueur essentiel. Tolisso 16, c'est, je pense, l'homme de la demi-saison avec Cherki. Très bien, rien à dire, niveau digne d'une sélection en équipe de France. Verretou 10, décevant, parce que pour moi, il est à la fois responsable, mais aussi victime. Parce qu'il a un profil de jeu où, comme ça, en 4-3-3, quand il faut se projeter relativement haut et souvent être dos au but, je trouve qu'il n'est pas hyper à l'aise. Parce que techniquement, il n'est pas assez fin, il n'a pas les appuis assez légers pour sortir du marquage sur un petit crochet, une feinte, c'est pas son truc. Pour moi, c'est un joueur typiquement de 4-2-3-1. Et je pense qu'il serait bien meilleur, nettement meilleur en point de basse, 4-2-3-1, avec lui, Matic, Tolisso, Tesman, peu importe, mais comme ça en 4-3-3, c'est pas terrible, ce qui fait que, voilà, bilan relativement neutre, je mets 10 pour Verretou. Et devant le trio classique, Fofana, 15 sur 20. Pour moi, c'est une bonne demi-saison avec un joueur qui progresse lui aussi à vitesse grand V, qui prend en maturité, qui fait 3 choix justes sur 4.
Bref, à 19 ans, peut-on espérer plus d'un gamin comme Malik? Je pense pas, donc très bien, à poursuivre. Cherki, 16. Un bon gros 16, j'aurais pu mettre aussi 16,5, 17, parce qu'il est vraiment, il est inspirant techniquement, il est vraiment la lueur dans parfois l'obscurité quand c'est plus compliqué de jouer. Il est vraiment au-dessus de la mêlée, quoi. C'est un joueur différent. Ceux qui me connaissent bien savent que j'ai été très très dur avec lui. Ça me paraissait mérité à l'époque, mais je le maintiens, je persiste. Et d'ailleurs, même lui, tous ceux qui disent « Ouais, Mika, t'as été dur, tu l'as critiqué, maintenant tu l'encenses ». Oui, c'est vrai les amis, mais reprenez ce que dit Ryan dans la presse il y a maintenant quelques semaines. Lui-même dit qu'il n'a pas été bon et qu'il méritait les critiques. Ça, c'est la preuve d'un gamin qui a fait un cheminement intellectuel, footballistique, et qui a compris, par lui-même ou par son entourage, je sais pas, mais qu'il fallait passer un cap avec ballon, sans ballon, et maintenant on voit un joueur qui est d'un niveau au-dessus de la mêlée, bravo. C'est pour moi un top 5 en Ligue 1 actuellement, c'est sûr. En pointe Lacazette, 11/20, c'est un bilan contrasté parce que en termes de stats, il finit bien la demi-saison, il est je crois à 8 buts en 16 matchs, ce qui est plutôt bien, même très bien, un ratio de 0,5 buts par match, mais dans le jeu, c'est quand même très poussif. Et je l'ai beaucoup vu au stade cette demi-saison, je trouve que physiquement, alors il dit que non, mais je trouve qu'il est beaucoup moins punchy, moins dynamique, ce qui fait que oui, il met des buts en fin de demi-saison, c'est vrai, mais dans l'ensemble, c'est quand même moyen, beaucoup techniquement de déchets, de pertes de ballon qui sont pour lui inhabituelles. Je trouve qu'il est moins bien. Et pour moi, la concurrence, la case Mikotadze, elle doit être un peu discutée, quoi. Alors parlons-en justement de Mikotadze, c'est pour moi un bon 13/20. Alors évidemment, il faut pondérer, si je lui mets 13 et à la case 11, c'est qu'en termes de temps de jeu, il y en a un qui a beaucoup plus joué que l'autre, et sur le peu de temps qu'il a eu, Mikotadze, il met quand même, je crois, 7 buts. 7 buts, ce qui fait qu'il a le meilleur ratio de l'équipe en termes de minutes jouées, buts marqués. Donc, ce qu'on voit de lui, c'est un joueur qui a toutes les qualités pour être le numéro 9 d'avenir de l'OL. Il est bon avec ballon, il décroche bien, il joue bien intelligemment, il bouge bien. Le but qu'il met à Karabag, et le but qu'il met aussi contre Angers, et le but qu'il met aussi à Fény-Aulnois, c'est la classe, c'est la classe. Le maillot floqué, il est ici, évidemment, le roi Georges. Donc pour moi, c'est vraiment une demi-saison qui est encourageante à poursuivre pour Georges Mikotadze. Le cas, là encore, très épineux et dur, mais il faut être logique, quoi. Cacré 5, parce que ce qu'il produit, c'est pas suffisant. On voit un joueur qui est en perdition totale. Je ne tirerai pas sur l'ambulance, ça ne sert à rien, mais je pense que les matchs que l'on voit se suffisent à eux-mêmes. On a un joueur qui n'est plus dans les standards de jeu qu'il peut pratiquer à l'OL, et je pense que pour lui, le mieux du mieux, c'est un départ le plus vite possible. Benrahma 12, c'est pour moi une plutôt correcte demi-saison, avec quelques très bonnes entrées. Il est contre Fény-Aulnois, il est buteur sur un super coup franc. Voilà, pour moi c'était un bon joker de luxe pour l'OL. Alors forcément, joker de luxe, je dis bien, parce que ça a l'air très important. Il a coûté cher aussi à l'OL en termes d'achat, donc forcément, ça pose question. Est-ce qu'il peut rester comme ça dans un rôle de joueur numéro 1 bis? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra bien ce que l'avenir lui réservera, mais pour moi, en tout cas, sur ce qu'il produit, c'est plutôt pas mal. Ça vaut un bon 12/20. Ce qui n'est pas le cas de Nuama, à qui je mets un 8, parce que pour moi, c'est insuffisant. On a un joueur qui ne progresse pas assez vite. L'OL a beaucoup aussi investi sur lui. Et ce qu'il nous montre, c'est quand même les lacunes que l'on voit depuis maintenant quasiment 1 an et demi, quoi. Les mêmes lacunes. Tête baissée, des choix stéréotypés, le pied gauche exclusif, alors ce qui n'est pas en soi dérangeant. Des gauchers exclusifs, il y en a beaucoup eu dans le foot. Il y a eu Arjen Robben, il y a eu Rivaldo, mais je parle de Robben et Rivaldo, quoi, pas de Nuama. Donc c'est un peu quand même dérangeant. Pour moi, il est stéréotypé, il est monorhythme, tout à fond, mais jamais dans la temporisation. Ce qui fait qu'entre ce qu'il veut faire et ce qu'il fait, il y a un écart, il y a une forme de latence, et on n'a pas affaire à un joueur qui progresse sur ces différents aspects du jeu, sur le plan tactique, footballistique, et même physiquement, je trouve qu'il est moins bien, moins punchy qu'auparavant. Donc pour moi, c'est 8/20. Tchaletatsar 10, parce qu'il a un plafond de verre qui est présent, même si pour moi, avec Mata, c'est la paire qui est la plus complémentaire, je pense. Tessman 10, on n'a pas assez vu. C'est un joueur prometteur qui a des qualités assez évidentes. Il y a un monde d'écart entre Matic et Tessman, mais voilà, profil pas inintéressant, à confirmer avec le temps. Et Abner pour finir, Abner 10/20. Parce qu'il y a eu du plutôt bon, il y a eu 2 buts, dans mon souvenir, quelques petites passes D aussi en Ligue 1, mais défensivement, le match contre, dans mon souvenir, Rennes,
à Rennes, mais pas que, aussi contre Hoffenheim. Il y a trop de fois où je trouve qu'il est un peu léger quand même défensivement. Je sais que dans le foot de maintenant, on valorise beaucoup ce qui est fait avec ballon pour les latéraux, mais ce qui est fait sans ballon, c'est tout aussi, voire plus important. Et je trouve que lui, avec ballon, c'est plutôt pas mal. C'est un bon pied gauche, mais défensivement, je suis pas convaincu du tout. Loin de là d'ailleurs. Et au global, si on fait la moyenne de l'équipe, on a un 12/20 que je vous mets en rouge à l'écran. 12, ça me paraît pas déconnant, et je trouve que si on prend les notes, il y a des constats que j'ai évoqués avant dans la vidéo qui sont vraiment très frappants, parmi lesquels l'impact moins fort du banc, beaucoup de 10, 10, 10, 8, 5, un banc qui est moins fort que l'an passé, moins impactant c'est sûr, et si on prend le 11 de l'équipe, il y a des points faibles qui apparaissent en défense centrale, dans le cœur du jeu, et la hiérarchie des numéros 9 qui, pour moi, pourrait être un petit peu plus discutée. Voilà en gros mes notes pour les joueurs de l'équipe, j'espère qu'elles sont le plus juste possible. Et ben tiens, puisqu'on en parle, mettez-moi en commentaire les gones sous la vidéo maintenant tout de suite vos différentes notes pour les joueurs de l'OL sur la mi-saison qu'on a vécu ensemble. Et au global, êtes-vous d'accord avec mes notes, oui ou non? Dites-moi tout en commentaire, je lirai avec grande attention. Merci les amis. Si je devais résumer mon point de vue de la vidéo, je dirais que au global, en termes comptables, l'OL est plutôt dans les clous, j'irais un tout petit peu en retrait. En Ligue 1, il manque clairement 4-5 points. En Europa League, on est bien. Donc, pas d'inquiétude, on n'est pas largué, on est plutôt bien pour être dans les clous sur la seconde partie de saison. Sur le plan footballistique, il y a eu du très bon, mais du nettement moins bon. Donc, un Noël à deux visages. Ce qui me fait croire que, si on veut vraiment être un Noël ambitieux qui compte en Ligue 1 et en Europa League, il y a un choix qui se posera au staff et Pierre Sage. Et je pense qu'ils sont confrontés à ce choix quasiment tous les week-ends. L'OL n'a pas le profil d'équipe pour être une équipe de résultats qui va contenir et défendre dans son camp arc-bouté. C'est impossible. On n'a pas ce profil d'équipe-là. Presque même, je dirais qu'on en est incapable. Ce qui me fait croire que l'OL pourra résolument être un top 4 en Ligue 1 et compter en Europa League à une condition super importante, c'est qu'on assume enfin le déséquilibre. J'en parle très souvent. C'est l'un de mes grands chevaux de bataille. Cet OL-là doit enfin assumer ce qu'il est, quoi. Le 4-3-3 yaourt nature avec 3 milieux de terrain qui sont très proches en termes de profil de jeu. Stop, quoi. Mettons enfin un 4-2-3-1 qui assume ce que l'on est, des joueurs de déséquilibre, forts dans le 1 contre 1, qui sont inspirants dans le camp adverse, dans le dernier tiers adverse. C'est ça que j'aime. C'est le foot que je veux voir pour l'OL. Et j'en suis convaincu. Si on veut être dans le top 4 en Ligue 1, ça passera forcément par un OL qui assume ce qu'il est. 4-2-3-1, Cherki numéro 10, et devant des joueurs qui font de vraies différences balle au pied en 1 contre 1. Je ne dis pas une révolution tactique, juste un 4-2-3-1 qui garde les principes de jeu du coach que j'aime beaucoup. Les latéraux qui sont des rôles de piston un petit peu hybrides, milieux centraux, latéraux, pistons, et dans le cœur du jeu, quelqu'un qui va être la caution créative. Cherki, quoi. C'est trop important. Voilà, c'est pour moi les deux, trois axes, on va dire, de progression pour l'OL. Le 4-2-3-1, assumer ce que l'on est, une équipe offensive, et peut-être devant faire un peu plus de place pour Mikotadze, qui je pense peut apporter une caution technique offensive différente. Voilà, c'est en tout cas mon point de vue. Si on parvient à gommer tous nos défauts défensifs et qu'on parvient en plus à bonifier ce que l'on est offensivement par la prise de risque, les gones, je pense qu'on verra un Noël assez intéressant, même très intéressant et prometteur pour la fin de saison. On se retrouve très vite pour du contenu sur la chaîne Le 11 Lyonnais. Ciao ciao.